Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez, il est un peu plus de 20h30 sur Sud Radio. Faut que ça change, vous savez, l'émission qu'on vous propose déjà depuis quelques semaines ici sur l'antenne pour parler handicap, pour parler de votre quotidien. Si vous le connaissez directement ou indirectement, vous-même en situation de handicap ou proche aidant. Autour de la table, j'ai mon chroniqueur du jour, Salim Ejlaini, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous êtes dans la vie cavalier par équestre, également entrepreneur, créateur de contenu. Et dans l'émission, vous êtes là aussi pour interpeller nos invités. Mon invité du jour, Sandrine Schex, bonjour. Bonjour. Vous êtes 3e vice-présidente déléguée au handicap, à l'action sociale et à la lutte contre les violences faites aux femmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va y revenir juste après. Je salue également les autres membres de l'équipe. Daisy Brito à la réalisation. Bonjour Daisy. Bonjour à tous. Je salue Lucille pour le web. Bonjour. Bonjour Lucille. Et Mathéo Lamblot. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Comment ça va? Vous avez été gâtés tous pour Noël? Ouais. Salim, modérément, bien suffisamment. Ouais. C'est la dernière émission avant la fin de l'année. J'espère que vous passez de bons moments en famille et que vous allez aussi en passer un très bon en notre compagnie. Allez, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Sandrine Schex, je disais, vous êtes 3e vice-présidente déléguée en charge du sujet du handicap, de l'action sociale, de la lutte contre les violences faites aux femmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va d'abord commencer par parler des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour une raison simple, c'est que vous êtes la région hôte des Jeux d'hiver de 2030 et j'aimerais déjà vous demander quel est l'enseignement que vous tirez de ces Jeux. C'est un enseignement qui est assez exemplaire, donc on va évidemment s'inspirer de tout ce qui a été bien fait et on va pouvoir transformer aussi l'accès à la montagne. On a un gros travail devant nous, alors ces jeux, nous les partageons avec la région Sud. Aussi. Oui, voilà. Effectivement. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu surprenant pour les Jeux d'hiver parce qu'une grande partie des épreuves auraient aussi eu lieu à Nice et en Italie, si j'ai bien compris. Alors en Italie, je suis pas ça encore complètement sûre. Oui, ouais. Non, en lieu notamment à Serre-Chevalier, mais les Alpes françaises, c'est au sens large. Et comment, de votre côté, vous avez déposé ce dossier de candidature, sachant que vous n'étiez pas totalement prêt sur les sujets d'accessibilité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de bouger un peu les lignes dans votre région? De toute façon, les Jeux olympiques et paralympiques sont de nature à être des boosters. Des boosters à la fois en matière de tourisme, d'économie, mais aussi d'aménagement du territoire. Ouais. Donc on va travailler autant que faire se peut, puisque le site de la montagne, ça a ses particularités aussi. Ouais. Mais on va travailler à cela pour être le plus exemplaire possible. On a des stations accessibles aujourd'hui ? On a des stations qui travaillent énormément sur l'accessibilité et qui travaillent déjà sur une politique handi-bienveillante, handi-accueillante, enfin des termes qu'on aime plus ou moins, mais en tout cas une vraie démarche, notamment comme Tignes, avec lesquels on a la station avec laquelle on a signé par exemple une convention pour améliorer l'accessibilité. Mais il y a beaucoup de stations qui travaillent sur le sujet. Salim Ejlaini, je sens que vous avez une question. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour un profane de la montagne comme moi? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'accessibilité à tous, des installations notamment d'accès au sport d'hiver? Alors il y a des remontées mécaniques qui sont accessibles. Alors après c'est toujours pareil, il y a les différents types de handicap, donc il y a tout un travail à faire évidemment pour pouvoir accéder avec les fauteuils aux remontées mécaniques, mais il y a aussi toute la signalétique qui est importante, la sensibilisation aussi des acteurs économiques, des acteurs de loisirs, parce que le but c'est pas d'accéder à la montagne, c'est d'accéder à la montagne et de pouvoir accéder à l'ensemble de l'offre touristique, sportive et de loisirs. L'offre loisirs est très développée dans votre région ? Oui, on a une région qui est très dynamique sur le sujet et on a des parcours d'acrobranche qui sont accessibles à des personnes en fauteuil. On a des luges qui sont accessibles aussi, notamment en Haute-Loire. On a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés et qui ont cette compétence aussi parce qu'il le faut. Il faut être professionnel pour accueillir
des personnes en situation de handicap dans des conditions de sécurité et qui permettent aussi le lâcher-prise et le plaisir. Et comment on sait que quelque chose est accessible chez vous ? Vous avez une forme de label, un site qui réunit les sports d'hiver accessibles, ou même les sports d'été, parce que la montagne est aussi un lieu de villégiature en été. Exactement. Alors on a une sorte de label qui s'appelle H+ Destination Tourisme, mais on travaille aussi avec des partenaires comme par exemple le guide Michelin, pour pouvoir recenser les offres. Et puis on a l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui travaille sur ce sujet et met en avant l'ensemble de l'offre sur notre territoire, effectivement en version été comme hiver. Je reviens sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. On comprend que pour l'instant le comité d'organisation n'est pas tout à fait en place. Par contre, il y a dans le cahier des charges du CIO et de l'IPC le fait que les villages doivent être situés à maximum 30 minutes du site de compétition pour les athlètes. Pour les para-athlètes, ça va être un enjeu, ça, le transport. Oui, le transport, ça va être un enjeu, et puis l'hébergement aussi, puisque dans le projet, il y a également les constructions de logements. Oui. Et donc, ça, ça, de toute façon, le dossier... Il y a de l'existant sur lequel vous allez vous appuyer ? Il y a un peu d'existant, puisqu'il y a quand même, on n'est quand même pas dans un désert. On accueille des touristes du monde entier dans nos stations depuis longtemps, y compris des touristes en situation de handicap et de tout type de handicap. Mais on a volontairement déposé un dossier qui se veut durable, mais qui se veut aussi inclusif dans toute sa diversité. D'accord. Et... Oui, Salim. Non, pardon. Pour le public également, il ne faut pas oublier qu'on imagine que le terrain va constituer un défi pour l'accueil d'un public en situation de handicap. Peut-être que vous anticipez un défi là-dessus aussi ? Oui, on anticipe le défi parce que là, le 16 décembre, nous avons accueilli à Tignes une Coupe du Monde handi-ski. Le 19 à Courchevel, nous allons accueillir les championnats du monde handi-ski en 2027. Des championnats du monde de sport adapté à Tignes également en 2025. Autant d'occasions pour justement travailler cet accès à la fois pour les compétiteurs mais également pour le public, parce que je suis extrêmement attachée au fait que ces compétitions-là, comme nous l'avons fait pour les Global Games à Vichy, il faut absolument que l'on mobilise du public, parce que ça contribue à changer le regard, ça contribue aussi à soutenir nos athlètes et à soutenir nos Français dans cette compétition internationale. Justement, vous parlez de 2027. Vous avez lancé avec Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un plan 2024-2027, un plan handicap. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est quoi concrètement ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en 3 ans ? Parce que c'est court. En fait, on a une vision, alors également avec le nouveau président Fabrice Pancouc qui lui a succédé il y a peu de temps, cette vision très pragmatique, très opérationnelle en fait, de faciliter le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas toujours besoin de faire des grands chantiers, il en faut sur l'accessibilité évidemment des transports, mais nous avons par exemple déployer plus de 1500 télécommandes pour les personnes déficientes visuelles en partenariat avec les associations. Nous avons rappelons-le, que c'est des télécommandes qui permettent de déclencher les feux de signalisation de circulation. Exactement, et qui sonorisent la voirie pour indiquer Exactement. Et aussi qui permettent de déclencher les balises sonores que nous avons notamment et que nous sommes en train de déployer sur l'ensemble des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et également sur des innovations de permettre de demander l'arrêt dans les bus. C'est un peu moins répandu, un peu moins connu, mais comme quoi c'est une innovation qui permet de demander... Donc on essaye d'être très opérationnel dans nos politiques en fait. Oui. Moi je rêve de ça depuis que je suis au lycée, ce qui remonte à une quinzaine d'années déjà. C'est formidable. Vous pourrez reprendre éventuellement le parcours en Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, vous avez la compétence du lycée, l'éducation c'est un sujet pour la région. Comment vous faites pour avoir une école inclusive sur votre territoire, puisqu'il est assez vaste? Oui, on a un territoire qui est vaste entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Ce qui est important, surtout, c'est d'essayer, d'embarquer tout le monde et d'être au plus près du terrain et de répondre aux attentes, justement, des représentants et des usagers en situation de handicap avec leurs différents types de handicap. La difficulté, c'est que nous, notre responsabilité en matière de lycée, elle concerne le bâti.
Et tout ce qui est pédagogique, c'est l'éducation nationale. Pour autant, on essaye d'accompagner aussi des projets innovants. Nous l'avons fait notamment sur les robots lycéens, parce que nous avons été la région qui avons mis en place ces robots de téléprésence, ce qui a été repris ensuite. Allons-y. Voilà, donc il y a plein de choses à faire avec humilité mais efficacité. Et alors, j'ai lu quelque part, enfin en tout cas c'est sur votre site internet, que vous avez l'ambition de devenir l'une des régions les plus inclusives d'Europe. J'ai une question un peu provocatrice, mais vous avez un budget de 5 millions d'euros par an, là où la région Île-de-France en a 124 millions. Alors, il n'y a peut-être pas la même densité de population, mais comment on fait avec ce budget ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la chance d'avoir un budget qui est propre à la mission handicap. Donc ces 5 millions, c'est pour la mission handicap, dans laquelle j'ai la chance de travailler avec 7 équivalents temps plein, et ensuite un référent handicap dans chacune des directions de la région. Mais pour ce qui concerne, par exemple, l'accessibilité des lycées, c'est 220 millions d'euros. Les 5 millions d'euros, c'est que pour la politique du plus, puisque notre slogan, c'est encore plus pour le handicap. Et nous sommes là pour faire du plus. Mais mon rôle, il est de mobiliser l'ensemble de mes collègues sur les transports, le numérique, la formation, la culture, le sport, l'ensemble des partenaires. Et bien, encore plus. Si vous voulez nous écouter, bougez pas sur Sud Radio, on revient juste après ça. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur Sud Radio, faut que ça change. Toujours avec Sandrine Chex, 3e vice-présidente déléguée au handicap, à l'action sociale et à la lutte contre les violences faites aux femmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis bien autour de la table, Mathéo Lamblos, Salim Esnaïni, en chroniqueur de l'émission. Vous êtes bien sur Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Sandrine Chex, juste avant la publicité, vous nous disiez eh bien que vous enviez toujours plus pour le handicap, et notamment vous avez développé, je crois, au niveau de la région, le déploiement d'aires de jeu inclusives pour les enfants. La question qui me vient, c'est 1, qu'est-ce que c'est ? 2, comment vous faites ? Parce que c'est pas a priori la compétence de la région que de faire ça, ce serait plutôt le rôle des municipalités. Pourquoi ? Parce qu'elles ne le font pas, finalement, elles ne développent pas ce genre de divertissement, de loisirs pour les enfants ? Déjà, à la base, le handicap, c'est pas le rôle de la région non plus. C'est pas une compétence. Aujourd'hui, c'est le département. Donc, c'est une vraie volonté politique de faire. Voilà. Et puis, non, je n'ai pas la prétention de dire que les communes n'avaient pas forcément l'idée. Certaines n'y pensaient pas, probablement. Certaines n'ont peut-être pas la population non plus. Oui, mais sauf qu'on n'en sait rien en fait, vu que 80% des handicaps sont invisibles. Donc voilà, donc nous ce qu'on a voulu, c'est en fait impulser en partenariat avec les communes que l'on soutient beaucoup sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, de leur dire bah voilà, si vous voulez faire une aire de jeu inclusive, si vous avez en prévision de faire une aire de jeu, pensez à faire en sorte qu'il y ait au moins un jeu qui soit accessible à la fois aux enfants qui sont en fauteuil à mobilité réduite ou à des enfants qui sont déficients visuels, etc. Et donc là, nous apportons une aide financière de 15 000 euros et ça sert d'effet levier ou peut-être de prise de conscience aussi. En tout cas, aujourd'hui, ça marche super bien et les communes sont contentes et parfois, j'ai des retours de maires qui me disent bah, en fait, on a fait parce que c'était une occasion et puis qu'on s'est dit voilà, c'est bien, il faut faire ça. Et puis de se dire bah, finalement, depuis que j'ai l'aire de jeu, eh ben, je vois qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap et je me rendais pas compte. Et aujourd'hui, pour les familles, pour les parents, pour les fratries, ça permet la rencontre, l'échange et puis ça permet aussi aux enfants de montrer qu'ils sont capables de jouer ensemble et c'est la société inclusive que nous espérons pour demain. Est-ce que l'État en fait assez pour vous aider, vous, région, justement, sur un sujet qui a priori n'est pas de votre compétence ? C'est une bonne question. Évidemment, en bonne politique, je vous dirais qu'ils n'en font pas assez et il faudrait qu'ils en fassent encore plus. Mais en fait, nous, on a pris la décision de ne pas se substituer à l'État, de ne pas tout attendre de l'État, parce que sinon, bah, comme sur l'application de la loi 2005, on va attendre encore un moment. Donc nous, en fait, on avance. Dont ce sera les 20 ans le 11 février 2025. Exactement. Et donc nous, on avance modestement, petitement, mais efficacement, je pense, et de manière concrète et visible au quotidien pour l'ensemble de nos habitants. Et alors, vous pensez que François Bayrou, Premier ministre, va réussir à aller dans cette direction ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de confiante, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Et comme j'ai la chance de représenter Région de France au comité interministériel du handicap et à la conférence nationale du handicap, je pourrais voir ça de près. Oui, mais pourtant il n'est pas de votre camp politique.
Je crois sincèrement que sur ces sujets-là, si on n'est pas capable de travailler ensemble, il ne faut pas qu'on fasse de la politique. Alors pour autant, je pense qu'il faudrait aussi qu'on arrive à travailler davantage ensemble, tout simplement pour la France. Y compris sur les extrêmes ? Moi, je fais pas ce genre de critères, en fait. Ouais. Non, mais parce que au niveau parlementaire, c'est quand même, on voit qu'ils ont eu du mal à travailler ensemble. Mais là encore, est-ce que vous pensez que au niveau régional, c'est différent ? Non, en fait, moi, dans la vie, j'ai cette chance que sur cette thématique, en fait, et puis aussi parce que je suis une centriste dans le parti d'Hervé Morin, d'avoir une vision où, sur le terrain en tout cas, moi je cherche toujours les dénominateurs communs. Ouais. Je cherche toujours ce qui nous permet d'avancer durablement dans l'intérêt des personnes pour lesquelles on veut contribuer à changer la vie. Si on commence à dire lui je veux pas ci, lui je veux pas ça, etc., on n'avancera pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec notre pays. Donc moi je fais pas... voilà. Maintenant après, j'ai quand même des lignes rouges. Ouais. Et niveau local, vous allez être candidate pour la commune de Mélan. Oui, tout à fait. Comment vous allez combiner ça avec votre rôle à la région ? Est-ce que... si j'ai la chance d'avoir la confiance des Mélanaises et Mélanais, j'arrêterai de travailler puisque j'ai un contrat de travail. Et à ce moment-là, je me consacrerai pleinement à la fois à la mission que m'a confiée et que m'ont confié les présidents de la région et évidemment tout le travail qu'il y aura à faire sur Mélan. Alors, on va recevoir le témoignage de Philippe Mariage. Bonjour à vous, Philippe. Bonjour. Vous êtes citoyen de Grenoble, c'est ça ? Absolument, en fauteuil roulant. Vous êtes vous-même en situation de handicap. Vous siégez aussi sur la commission accessibilité de votre commune et vous vouliez interpeller Madame la vice-présidente sur des sujets difficiles, visiblement, à votre niveau. Alors, je ne veux pas l'interpeller, je veux lui soumettre des dossiers. C'est un peu pareil. Pas tout à fait. Il y a moins d'agressivité dans cette soumettre. Donc, je suis comme elle. Constructif, alors. Avec tout le monde. Oui. Et en termes de handicap, je pense que on n'a pas d'amis ou d'ennemis, on n'a que des interlocuteurs. Donc, je demande... je voulais évoquer avec Madame Chex 2 dossiers, parmi beaucoup d'autres, touchant à l'accessibilité à Grenoble et dans lesquels la région a peu ou prou possibilité d'intervenir. Alors dites-nous le premier, c'est une galerie d'art, c'est ça ? Qui a été délocalisée. Alors non, c'est l'école supérieure d'art et de design de Grenoble. Oui. Qui a longtemps été une école municipale, qui est passée il y a quelques années dans l'escarcelle de la mairie de Grenoble et qui aujourd'hui a une vocation régionale car elle a une antenne à Valence et la région figure dans le conseil d'administration de cette école. Alors, l'ancienne école était, avait besoin d'un coup de toilettage en termes d'accessibilité et d'énergie. Donc, pendant 2 ans, elle est fermée pour travaux et les plans qu'on a fini par avoir semblent satisfaisants en termes d'accessibilité. Mais ce que nous ne savions pas, ça avait échappé à la commission municipale parce qu'il y avait 2 demandes de dérogation sur le projet de la réfection de l'école. Eh bien, c'est qu'elle allait être logée temporairement dans un lycée technique désaffecté. Donc, qui lui, apparemment, serait accessible selon le plan au 3e étage, mais pas accessible pour y accéder, c'est ça ? C'est sympa, ça. Voilà, on nous a fait passer au mois de mai 2024. Ouais. Alors, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, je suis désolé, monsieur Mariage. Est-ce que là-dessus, Madame Chex, vous pouvez aider Oui, déjà. Donc bonjour Monsieur Mariage. Déjà la chose déjà toute simple et ce que je fais dans mon engagement politique déjà, c'est qu'on va s'écouter, on va se rencontrer et on va discuter. Vous allez m'expliquer tout ça et ensuite j'irai voir exactement ce qu'il en est et je verrai avec les services de la région et avec Grenoble-Alpes Métropole, qui est aussi concerné donc dans la gestion et en ce qui concerne Valence, pour voir effectivement ce qu'il en est et voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, parce que l'accessibilité, ça peut pas être toujours plus loin, toujours demain, après-demain, quand les travaux sont faits. Il faut aussi qu'on essaye de trouver des solutions au quotidien. Donc je prendrai rendez-vous avec vous si vous êtes d'accord pour évoquer ce sujet. Je pense que c'est une bonne chose. Et vous aviez aussi, Monsieur Mariage, un sujet sur une station
station de tram qui, elle, ne serait pas non plus accessible aux fauteuils roulants, qui le serait pour les personnes déficientes sensorielles, sourdes, malentendantes ou déficientes visuelles, là aussi, je pense que l'intervention de la région serait peut-être utile, puisqu'on lui aurait répondu un peu avec suffisance à Monsieur Mariage dans cette commission. Je suis désolé, j'accélère parce qu'on a encore une invitée à recevoir. J'ai pas d'autorité hiérarchique sur. Oui, mais vous pouvez être une médiation. Sur notamment le SMAG, qui est le syndicat de la métropole en charge des mobilités. Mais je m'engage à prendre contact avec le SMAG pour évoquer ce sujet. Et de toute façon, je ferai le point avec Monsieur Mariage et j'irai voir sur place cet arrêt. Merci. Et puis nous, chez Sud Radio, il faut que ça change. On tâchera de prendre des nouvelles avec vous, Madame Chex, et puis vous, Monsieur Mariage. Je suis désolé, je suis obligé de faire vite, mais on a encore une invitée à recevoir. Elle s'appelle Lou Méchiche. Elle est parasurfeuse. Bonjour Lou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez rencontré un problème sur lequel, évidemment, nous, on ne pouvait pas rester sourds, et encore moins muets, et fermer les yeux. Mais bien sûr, mais moi, j'ose tout. Vous étiez à Paris, avenue Montaigne. Vous avez un chien guide, puisque vous êtes malvoyante vous-même. Vous étiez avec votre papa Cyril, et un chauffeur de taxi a refusé le chien. Il y en a eu plus d'un, je crois. C'est ça. Et on voulait rentrer à Bordeaux. Donc on prend un taxi pour aller à la gare et on toque à la fenêtre et la personne nous dit on ne prendra pas, on prend pas les chiens. Ouais. Classique. Génial. C'est ça, classique. Au début, je me dis va falloir juste être un peu pédagogue comme d'habitude et ça va passer. Mais on m'avait prévenu quand même qu'à Paris, les taxis, c'était pas pareil qu'à Bordeaux. Oui, qu'à Bordeaux. Et du coup, je lui explique, mon père aussi. Et il me dit, vous avez filmé non, aussi. Je ne prends pas. Votre papa a filmé. On a filmé, exactement. Et le monsieur nous dit que chien guide ou pas chien guide, c'est pas adapté. Son véhicule n'est pas adapté. Sachant que ça, au sens de la loi, ce n'est pas prévu. Madame Chex, quand vous entendez ça, parce qu'il y a aussi des cas similaires dans votre région. Oui, bien sûr, mais bon, moi, ça me désole qu'en 2024, on en soit encore là. Je pense quand même qu'en matière de sensibilisation, de formation, d'éducation, de communication, on a quand même tous œuvré pour que ça ne se passe pas. Mais c'est pareil pour les chiens d'assistance, c'est aussi pareil pour les fauteuils roulants qui subissent des discriminations comme ça. Paris 2024 a fait du bien et puis finalement mais ne faudrait-il pas légiférer sur le statut du chien d'assistance et du chien guide, ou si vous refusez un chien d'assistance ou chien guide, eh bien c'est le prolongement d'une personne et c'est de la discrimination. À un moment donné, moi je pense qu'il faut aussi quand il faut faire de la pédagogie, mais quand les choses n'avancent pas, moi je suis pas contre non plus le fait de dire stop. Oui, c'est vrai que la pédagogie a fait son temps. J'ai 30 ans, j'entends ça depuis 30 ans. Donc... C'est extrêmement difficile au quotidien et il faut aussi qu'on se mette à la place des personnes en fait. Parce que ça fait quand même des années pour les personnes, mais des années pour des parents et c'est pas supportable en fait. Donc il faut que chacun aussi se responsabilise. C'est pas toujours la réglementation, c'est pas toujours la faute de l'autre, c'est pas toujours la responsabilité de l'autre. C'est un problème de société. La société, c'est nous. Et donc, c'est aussi à nous tous, quelle que soit notre profession, notre engagement personnel, associatif ou autre, de s'engager et d'être tout simplement, d'accueillir tout le monde, quelles que soient les différences. Et il faut que ça change. Merci en tout cas Sandrine Chex, merci Lou Méchiche, merci Philippe Mariage et merci Salim Esnaini d'avoir été là pour Sud Radio. Faut que ça change. Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année, bien le 31, si vous le passez en famille avec vos proches et ou à l'écoute de Sud Radio et surtout à l'écoute de Sud Radio. Je vous dis à l'année prochaine, c'est-à-dire le 4 janvier. Allez, bonne soirée sur Sud Radio.